Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se penche sur le bac 2025. Plus précisément, l'épreuve de physique-chimie du 17 juin, le premier jour. Bonjour Sam. Oui, on va regarder ensemble le corrigé officiel. Exactement. L'objectif, c'est de voir un peu la structure, les défis, les concepts importants de cette épreuve. Une épreuve réputée exigeante, on peut le dire. C'est ça. On a 3 gros morceaux. Chimie des solutions, avec un emballage intelligent, de la radioactivité pour une datation, et puis de la mécanique des fluides. Allez, on explore ce corrigé. Alors oui, c'est un sujet qui était assez riche, je trouve, bien contextualisé. Ça couvre pas mal de domaines. Chimie, radioactivité, mécafluide. C'est ça. Et d'emblée, on sent un niveau d'exigence assez élevé. C'est formateur, mais dense. Le corrigé lui-même dit exigeant. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, au-delà des connaissances pures? Ça signifie qu'il fallait pas juste savoir son cours. Il fallait vraiment mobiliser des compétences transversales. Comme par exemple. Le traitement des données, le raisonnement mathématique, l'interprétation d'expériences. Et parfois, c'était des raisonnements en plusieurs étapes. D'accord. Donc densité et raisonnement multiple, ça a pu ralentir certains candidats, j'imagine. Oui, la gestion du temps a dû être un facteur important. On voit bien l'accent mis sur le fait d'utiliser les savoirs, pas juste de les réciter. Très clair. Commençons par l'exercice 1 si vous voulez bien. Cet emballage intelligent pour le poisson. Ah oui, l'indicateur de fraîcheur avec le bleu de bromophénol, le BBP. L'application est sympa, je trouve. Le corrigé parle de complexité, synthèse, traumato, spectroscopie UV visible. Et la notion de pKa, bien sûr. C'est ça. En fait, le lien chimie-application, il est vraiment central ici. Le poisson se dégrade, ça produit des amines. Comme la N-diméthylméthylamine mentionnée dans le sujet, je crois. Exactement, Q15. Et ces amines réagissent avec la forme acide du BBP, BH2. Du coup, le pH change et hop, la couleur de l'indicateur aussi. Malin. Et l'exercice fait déterminer le pKa expérimentalement? Oui, à la demi-équivalence. On mesure le pH quand la moitié de l'acide a réagi. Ici, pour V égale 7,4 ml, on trouve pH égale pKa, environ 3,9. Et il faut comparer cette valeur à la référence. Qui est de 4,1. On calcule l'écart, 0,2. C'est plus petit que l'incertitude donnée, 0,3. Donc, la mesure est cohérente. On valide l'expérience, en quelque sorte. Voilà, c'est un bon exemple de l'importance de la démarche expérimentale, de la critique des résultats, des incertitudes. On voit aussi le caractère amphotère de BH-. Et il y a une partie cinétique aussi, Q17. Oui, on s'intéresse au temps de demi-réaction, environ 750 secondes. Ça montre que la réaction est relativement lente. Ce qui est important pour l'application, non? Tout à fait. C'est crucial pour que la pastille change de couleur progressivement. Ça laisse le temps de voir l'évolution de la fraîcheur. Logique. Bon, après cette chimie appliquée, on passe à l'exercice 2, la datation d'une roche. Un grand classique, la datation par radioactivité. Ici, c'est le couple rubidium-87, strontium-87. Donc là, on est sur la loi de décroissance, la demi-vie. T indice 2, c'est 4,9 fois 10 puissance 10 ans. C'est énorme. Oui, et les logarithmes, bien sûr. Le principe, c'est de mesurer le rapport entre le SR87 formé et le RB87 qui reste. Et le point clé, d'après le corrigé, c'est la linéarisation. C'est ça, l'équation de base NSR formée égale NRBT fois exponentielle lambda t moins 1, elle n'est pas linéaire. Pas facile à exploiter graphiquement. Voilà, donc on la transforme pour obtenir une droite, la fameuse droite isochrone du type Y égale B plus AX. Et pourquoi c'est si important au juste cette linéarisation? Parce que ça permet d'extraire l'âge directement de la pente de la droite expérimentale. La pente, ici 0,0042, correspond à exponentielle lambda t moins 1. Ah d'accord. C'est une compétence mathématique essentielle pour l'analyse de données en physique en fait. Tout à fait. Et le calcul final donne un âge d'environ 2,97 fois 10 puissance 8 ans. Presque 300 millions d'années. C'est cohérent géologiquement. Oui, c'est plausible. L'exercice va même jusqu'à mentionner la durée maximale de détection calculée à partir d'un seuil minimal. On parle de centaines de milliards d'années. Impressionnant. Et on termine avec l'exercice 3, le viscosimètre à chute de billes, Un contexte simple en apparence, une bille qui tombe dans un fluide. mais qui permet d'explorer la modélisation dynamique, les forces, le poids, la poussée d'Archimède. Et le frottement fluide qui dépend de la viscosité qu'on cherche, ITA. La difficulté augmente progressivement, c'est ça. Oui,
D'abord, on calcule la viscosité en régime permanent, quand la vitesse est constante, donc l'accélération nulle, et la somme des forces aussi. Application numérique et comparaison. On trouve expérimentalement environ 0,089 newtons-seconde carré sur lettre. La référence, c'est 0,093. L'écart est de 0,004. Et l'incertitude? Elle est de 0,003, donc l'écart est juste un peu plus grand. C'est pour ça que le corrigé dit quasiment compatible. Encore cette analyse critique des résultats. D'accord. Et ensuite, la partie dynamique, la plus difficile? Là, on applique la deuxième loi de Newton, somme des forces égale m fois a. Ça donne une équation différentielle pour la vitesse v de t. dv dt plus quelque chose fois v égale une constante. C'est ça. Et à partir de cette équation, on peut calculer le temps caractéristique τ. C'est le temps qu'il faut pour que le régime permanent s'installe, en gros. Et il vous convient ici? Environ 2,4 millisecondes, c'est très très court. Comparé au temps de chute totale qui est de... Environ 28 secondes, donc τ est minuscule devant le temps de l'expérience. Ah, et c'est ça qui justifie qu'on les puisse supposer le régime permanent atteint, pour mesurer la viscosité au début. Exactement. La boucle est bouclée. C'est un raisonnement assez fin. Donc au final, un examen très complet. Il fallait jongler entre théorie, application, calcul et analyse critique. C'est tout à fait ça. Rigueur et capacité à lier les concepts étaient indispensables. Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce qu'on retient de cette exploration? Mais au-delà des spécificités de chaque exercice, je trouve que ça pose une question intéressante. Laquelle? Face à cette complexité, à cette nécessité de faire des liens, de mobiliser des compétences variées, on peut se demander comment l'enseignement des sciences prépare réellement à aborder les problèmes du monde réel. Qui sont souvent encore plus ouverts, plus interdisciplinaires. Exactement. Bien plus que ces exercices, même s'ils sont déjà très riches. C'est une question qui dépasse le cadre de l'examen lui-même, en fait. C'est une excellente réflexion pour terminer. Merci beaucoup pour cette analyse détaillée. Avec plaisir.